Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. 19h27 sur Sud Radio, les vraies voix des entrepreneurs. Chaque jeudi, je suis accompagné du best des entrepreneurs. Oui, c'est du franglais, comprenez, du meilleur des entrepreneurs. Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparta RH. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Julien Leclerc est avec nous, entrepreneur, auteur du blog Salaud de patron, vice-président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Dans quelques minutes, nous serons avec Rebeid Tari, cofondateur de la marque de biscuits Papépi. Alors souvenez-vous, nous l'avions reçu, Rebeid Tari, nous vous l'avions présenté il y a quelques semaines. Sa femme et lui avaient vendu leur appartement pour créer leur boîte, pour créer Papépi. Eh bien, il y a du nouveau pour eux aujourd'hui. Bah oui, ils ont avancé. Ils y vont au culot, surtout lui et ça paye. Rebeid Tari qui nous expliquera tout ça dans la deuxième partie des vraies voix. Dans l'immédiat, sachez que beaucoup de Français, j'ai même envie de dire de plus en plus de Français se tournent vers l'auto-entrepreneuriat. À cela, différentes raisons. Alors notamment une bonne, échapper au chômage et à la précarité. Un phénomène qui a amplifié depuis la crise sanitaire. Les auto-entrepreneurs, écoutez bien, c'est 12% de la population active. Bonsoir François Hurel. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. Alors sachez qu'aux États-Unis, 5 millions de personnes sont sorties du marché du travail depuis le début de la pandémie, donc il y a 1 an et demi. Aux États-Unis, ils nomment ce phénomène la grande démission. François Hurel, est-ce qu'il est en train de se passer la même chose en France ? Oui, c'est le grand big quit. Alors ouais. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été mesuré et quantifié. Effectivement, 5 millions de personnes. Ça correspond la plupart du temps à des salariés de première ligne qui n'étaient pas souvent très bien payés et qui finalement ont choisi la trajectoire de l'indépendance par rapport au maintien du lien de subordination du salariat. Ouais. Alors en France, on assiste à un phénomène à peu près équivalent, sauf que les populations concernées ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce ne sont pas que les salariés de première ligne, loin s'en faut, ce sont des cadres, ce sont des jeunes. Et aujourd'hui, alors que le régime de l'auto-entrepreneur que j'ai contribué à créer depuis 2009 vivait tranquillement sur en gros un chiffre de 1200 inscriptions par jour, post-crise sanitaire, alors qu'on aurait pu imaginer que ça revienne dans des chiffres à peu près équivalents. Non, on est passé à 3500 par jour. Eh ouais. Et je vous donne, vous avez pu le lire dans un grand quotidien économique ce matin. Oui. Il s'est créé en France 915 000 entreprises en 2021, pardon, 915 000, c'est absolument mais énorme, énormissime. Et parmi tout ça, un peu plus des 2 tiers sont des indépendants auto-entrepreneurs. Ça veut dire que le phénomène est en train, à la fois, est exactement le même, il s'amplifie, il se crée. Alors, faut-il y voir un rejet du salariat ? Non. Faut-il y voir une opposition entre le salariat et puis l'indépendance ? Certainement pas. Il faut juste y voir un phénomène de société, un regard nouveau qui est porté sur le travail. On a davantage envie, manifestement, de s'affranchir d'une forme de lien de subordination du contrat de travail, même si on ne s'affranchit pas du lien de subordination de l'économie, parce que quand on est un indépendant, on est subordonné aussi à sa propre économie. Mais on y voit aussi un regard nouveau et une demande d'indépendance. Donc c'est un vrai phénomène de société. Oui, c'est-à-dire que les nouveaux auto-entrepreneurs ne recherchaient pas seulement de meilleures conditions de travail salarial, mais surtout un meilleur équilibre. Ça, c'est la crise du Covid qui a fait ça, évidemment. Très vraisemblablement. Ouais. Très vraisemblablement. L'appétence est venue avec le télétravail, avec effectivement le chômage partiel. Donc on a vu ce phénomène se faire un peu boule de neige et on a vu les chiffres effectivement croître. Alors maintenant, c'est devenu un phénomène. Alors bon, il faut s'en réjouir. Enfin, moi pour ce qui me concerne, néanmoins, il faut être parfaitement conscient que l'indépendance, il y a un moment donné où ça aura une forme de limite. Il faut aussi imaginer que les entreprises ont en fait besoin d'avoir des salariés, et donc on a aussi besoin, et il ne faudrait certainement pas opposer ces deux formes d'activité. Ouais. Il faut aujourd'hui les vivre comme des compléments. Alors, on va faire réagir Emmanuel Lafont et Julien Leclerc. Juste une question, François Hurel, est-ce que vous savez le pourcentage de personnes qui donc se sont mis en auto-entrepreneur et qui recherchent un emploi pour être de nouveaux salariés? Est-ce que vous le savez ça, qui font machine arrière en fait? Alors, il y en a beaucoup ou pas? Pour vous donner les chiffres,
Parmi la population des auto-entrepreneurs, il y en a 2 600 000 en fait aujourd'hui. On a 30%, un peu plus de 30%, qui sont ce que l'on appelle des exclusifs, qui ne vivent que de ça et qui ne recherchent pas autre chose. On en a une trentaine de pourcents qui sont des cumulatifs, c'est-à-dire qu'ils ont une autre forme de revenu, soit parce qu'ils sont salariés, soit parce qu'ils sont demandeurs d'emploi indemnisés et qu'ils continuent de rechercher effectivement un travail, soit parce qu'ils sont retraités. Et puis on a 30% qui sont des gens qui le font, j'ai envie de dire, un peu plus dans des proportions extrêmement faibles d'activité. Ils ont d'autres revenus spécifiques. Ils ne sont ni salariés, ni demandeurs d'emploi, et puis ni retraités, mais ils sont en recherche d'une activité indépendante, personnelle, épanouissement. J'ai en fait envie de dire. Ça veut dire qu'on a quand même à peu près 1 million qui en vivent à temps plein. On en a en gros un autre million qui le cumule et un troisième million et quasiment 500 000 qui sont dans une situation non pas de recherche d'emploi mais d'une vie personnelle. Ouais. Alors Emmanuel Lafont, vous êtes surpris par ces chiffres ? Oui, surpris, et il faut faire attention parce qu'on a aussi une évolution en fait de la relation que l'on a avec l'employeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau à 40, 45 ans, qui ont une attente vis-à-vis de leur salaire qui correspond pas forcément à ce que les entreprises peuvent leur offrir, et donc du coup vont cumuler du chômage. Notamment, on a le CSP. Au bout d'un an, là, on se retrouve, on commence à avoir faim, comme dirait l'autre, et c'est difficile de retrouver du boulot. Et là, on a toute une génération qui se retrouve effectivement à tenter l'auto-entrepreneuriat pour essayer de s'en sortir. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est un public qui est relativement fragile parce que hyper expert dans son domaine, et donc un peu, enfin, le go-to-market, comme on dit, pour reprendre une expression de start-upper, est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'ils ont une inadéquation en termes du tarif, ils ont une inadéquation en termes de ce qu'ils vont réaliser dans l'entreprise, et il y a un gros problème aussi de confiance vis-à-vis de l'entrepreneur qui voit pas comment il va pouvoir onboarder, c'est-à-dire faire rentrer cette personne et surtout la manager, parce qu'il faut pas oublier que, bien entendu, on a un truc qui prend une feuille par jour, s'appelle le code du travail, et qui vis-à-vis d'un auto-entrepreneur. Ça, ils s'en rendent compte maintenant. Voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc, pas de lien de subordination, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous vois hocher de la tête. François Hurel est d'accord. Voilà, il faut faire attention à ce que aussi on soit pas le seul client de ce monsieur ou de cette dame, parce que autrement, effectivement, ça peut, à Dieu ne plaise, partir en sucette. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Et c'est vrai que c'est un contrat qui a tendance à se répandre et se reproduire, pas forcément pour les bonnes raisons. Alors que, effectivement, un expert qui a envie de se lancer, qui a envie de se faire plaisir, parce qu'il croit dans son projet, l'auto-entrepreneuriat, ça peut être la première étape pour derrière, pourquoi pas lancer une entreprise, parce qu'il faut pas oublier aussi que l'auto-entrepreneuriat a ceci de vicieux, c'est un tout petit détail, c'est que vous êtes plafonné en termes de facturation. Si on vous vendez des produits ou bien que vous intervenez en tant qu'expert, il y a toujours une petite limite, sinon c'est pas drôle, on est en France, donc voilà. Alors, Julien Leclerc, de plus en plus de Français se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs, on l'a dit. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? D'abord, c'est un super statut quand même. C'était qui a été créé en 2009, comme tu as dit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Porté politiquement, si je dis pas de bêtises, mais là je parle sous contrôle. Je crois que c'était Hervé Novelli qui avait porté ça avec son directeur de cabinet Michel Guilbault, qui est aujourd'hui du côté du MEDEF, si je ne m'abuse. C'est quand même un truc qui était assez révolutionnaire, parce que comme ça vient d'être dit, on est en France, on est dans un pays dont on disait qu'il était très compliqué de créer une entreprise. Et là, on avait en quelques clics, parce que c'est toujours le cas, c'est quand même franchement léger, en quelques clics, on a la possibilité de déclarer du chiffre d'affaires et d'avoir un numéro de siret. Et ça reste quand même assez génial parce que ça permet à pas mal de gens, notamment de compléter des revenus. Je pense aux retraités. Moi, je pense à mon papa qui est en train de faire ça en ce moment, qui est plus tout jeune et qui peut compléter sa maigre retraite avec ça. Donc, ça reste quand même quelque chose de chouette. Et après, effectivement, avec des points de vigilance, notamment pour les employeurs, c'est vrai, parce que l'URSSAF aime bien regarder ce qui se passe sur ce fameux lien de subordination dont on vient de parler, où il y a le côté client unique, puis il y a beaucoup d'employeurs qui font appel à des auto-entrepreneurs qui font venir chez eux. Et en fait, d'être chez son client, c'est pas GG. Ça correspond surtout, moi je suis pas très étonné des chiffres qu'on entend et dont j'apprends certains. Ça correspond à une vraie aspiration de liberté qui a explosé avec le Covid. On sait que les exigences de bien-être au travail, de conditions de travail plus respectueuses de la vie privée, etc., c'est des choses qui sont très fortes depuis déjà 1 ou 2 décennies. On a beaucoup parlé de la génération Y, déjà, la mienne. Il y a des aspirations assez fortes de respect de la vie privée, de respect des horaires, etc. Et là, depuis 2 ans,
est venu et vient exploser un peu l'entreprise telle qu'on connaissait, une nouvelle aspiration qui est très entrepreneuriale, qui est une aspiration de liberté. Et beaucoup de gens se sentent plus libres s'ils sont à leur propre compte. Moi qui suis chef d'entreprise, je peux pas trop critiquer ça. Après, c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat n'est pas toujours non plus le nirvana. Mais ça peut être une première étape vers un accomplissement entrepreneurial. Alors, François Hurel, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, on s'en rend compte depuis quelques mois, qui n'embauchent plus de salariés ou qui font très peu de CDD ou de CDI et qui demandent justement à ces personnes de facturer, de se mettre en auto-entrepreneur. Est-ce que ça va permettre ce phénomène peut-être de... Alors effectivement, on peut vous remercier très vite, mais on peut retrouver aussi un emploi beaucoup plus vite. Ça, c'est nouveau, ça, François Hurel. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais rappeler quand même deux choses. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans le dispositif auto-entrepreneurial, qui sont contents d'y être et qui ont envie d'y rester. Ils veulent pas progresser trop. Le plafond du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est 34 000 euros. Si l'on déduit les charges, on a en gros un revenu de 2200 euros par mois. 2200 euros net par mois. Je rappelle que le salaire moyen en France est 1700 euros. Donc, en fait, ils en vivent plutôt bien et ils sont plutôt, en fait, effectivement, assez contents. Donc, il n'y a pas forcément un phénomène de je commence par, et il y en a qui restent effectivement dans ce régime. Deuxième élément, oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont recours à des indépendants. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est effectivement le big quit. Il y a des gens qui ne retrouvent plus de salariés. Le lien de subordination ne séduit plus. Le Graal du CDI que nous avions imaginé il y a encore quelques années n'attire plus tellement, attire moins, en tout cas les jeunes. Et finalement, on voit que l'indépendance peut être à bon escient utilisée. Alors évidemment, avec les limites que vous avez signalées, en fait, Monsieur Lafont, c'est vrai qu'il faut absolument éviter le risque de la requalification. Nous sommes effectivement un pays qui requalifie avec des vraies conséquences. Il faut éviter que on fasse n'importe quoi, ça c'est aussi vrai. Et j'estime pour ma part que le dispositif auto-entrepreneurial n'est pas un outil pour contourner le contrat de travail ou le droit du travail. Ça n'est absolument pas ça. Ou alors il répond à une aspiration, et tant mieux, il faut s'y réaliser, mais ça ne peut pas être un outil pour contourner, bricoler, arranger. En fait, donc ce serait à mon avis un grand préjudice à tout ce système. Voilà, donc laissons faire les choses. En fait, aujourd'hui, je crois que les entreprises les utilisent plutôt pas mal. Je ne vois pas fleurir les requalifications à tour de bras. Je ne vois pas en fait les tribunaux engorgés de procédures. Mais il faut être prudent, il faut être effectivement attentif. Et je reste convaincu que la requalification n'est que l'apanage du manque de protection sociale. Et lorsque l'on aura trouvé la solution pour mieux protéger les indépendants, on aura un peu moins de requalification. Il n'est pas normal que dans ce pays, on laisse une partie, 12% de la population active, vivre avec une protection sociale qui est extraordinairement faible, mauvaise même, alors que d'autres vivent avec une protection sociale dont certains disent qu'ils sont des surprotégés. Donc voilà, on ne peut pas avoir durablement un système comme ça. Ouais. Par exemple, pour avoir le droit au chômage, on paye une assurance, par exemple, très très chère à l'année pour avoir le droit à un an de chômage, par exemple. C'est vrai que c'est très compliqué, Emmanuel Lafont. Et quand on est chef d'entreprise, on peut aussi effectivement souscrire une assurance en cas de chute de l'entreprise. Quand on est auto-entrepreneur, ça devient beaucoup plus compliqué. Tout de suite, c'est complexe. Mais voilà, aujourd'hui, comme vous le soulignez, on est sur une évolution. On voit que le Covid a aussi vraiment changé en profondeur la relation qu'ont les Français avec le travail. On a eu une individualisation forte, on a eu aussi des remises en question, des gens qui se sont dit, bah tiens, en fait, je rêve de quelque chose. si c'était le moment de se lancer. Donc je pense que c'est intéressant de voir justement les évolutions entre le freelance, l'auto-entrepreneur, parce que c'est peut-être pas la même chose à chaque fois, et puis l'entrepreneuriat, ceux qui se lancent et qui lancent des boîtes, et ça c'est toujours super intéressant. Et d'un autre côté, on a un autre phénomène qui est justement les entreprises qui n'arrivent pas à trouver des compétences avec des développements comme la marque employeur, qui justement disent, bah attends, il va falloir que je chouchoute davantage encore mes salariés. Et c'est vrai que c'est dommage de constater aujourd'hui qu'au niveau de la protection sociale notamment, on est un parent pauvre aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneur, et ça c'est pas normal. Julien Leclerc, j'imagine que vous partagez les analyses de François Hurel et d'Emmanuel Lafont. Alors vous êtes déjà mis en auto-entrepreneur, Julien Leclerc, vous avez passé tout de suite à l'étape suivante.
Non, je l'ai fait pour un truc très précis. J'ai écrit, comme vous l'avez dit, des bouquins dont mon plus connu s'appelle Salaud de patron. Et j'ai fait pas mal de conférences. Et en fait, j'ai fait des conférences rémunérées et ça rentrait pas dans mon cadre salarial. Donc j'ai créé un statut d'entrepreneur pour pouvoir facturer ces conférences. Et c'était bien pratique. Il y a effectivement là depuis 2 ans, donc je disais cette aspiration de liberté. J'entends Emmanuel qui parle d'individualisation. C'est vrai. Et en même temps, moi, j'y vois pas de l'égoïsme en fait. C'est pas, je me ressens sur moi et je pense qu'à moi. C'est un vrai besoin de sens dans mon implication dans le travail. C'est pas nouveau la quête de sens. Hein. Ça date pas du Covid, ça date d'avant, mais c'est encore plus fort qu'avant. Et en fait, aujourd'hui, la réponse, c'est de dire, moi, si je trouve pas de sens dans mon engagement dans l'entreprise, autant que je sois à mon compte. Au moins, j'y trouve autre chose. J'y trouve de la liberté, j'y trouve peut-être plus de gratification, plus de fierté, etc. Et plein de choses qui sont qu'on goûte tous les jours quand on est entrepreneur. Il n'y a pas que des bons côtés, mais il y a des trucs vachement sympas et la fierté et la liberté en font partie. Ouais. Et donc, on est vachement bousculé en tant qu'entreprise en fait sur comment je réponds à ce besoin. En quelques secondes, en une trentaine de secondes, François Hurel, puisqu'on va marquer une courte pause, comment vous voyez l'auto-entrepreneuriat aller dans une dizaine d'années? Avec plus de protection sociale, c'est votre souhait en tout cas. Voilà, j'ai une seule demande, c'est qu'on ne touche pas à sa simplicité. Et on a un peu tendance dans notre pays, quand on a un truc qui marche bien, à le complexifier rapidement. Donc j'ai envie de dire oui à la protection, non à la complexité. Donc je me méfie beaucoup et surtout qu'on n'y touche pas. C'est une des spécialités françaises avec la baguette et le fromage. Voilà, la complexité, exactement. C'est ça. Voilà, merci à vous François Hurel, merci vraiment, c'était très intéressant. Président de l'Union des auto-entrepreneurs, restez avec nous dans un instant. Un entrepreneur qui a du culot, grâce à cela, il a fait des rencontres qui lui ont permis de faire grandir sa société. C'est Rebet-Tari qui nous rejoint dans quelques instants, cofondateur de la marque de biscuits Papépi. Il nous raconte tout dans quelques minutes, vous allez voir, c'est une belle success story. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Vous écoutez les vraies voix des entrepreneurs sur Sud Radio avec le fondateur du cabinet de conseil Sparterach, Emmanuel Lafont, avec Julien Leclerc qui est avec nous ce soir. Entrepreneur, auteur du blog Salaud de patron et vice-président du CJD, Centre des jeunes dirigeants. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois on recevait, et on était ravis, Rebet-Tari, cofondateur de la marque de biscuits Papépi. Souvenez-vous, cet entrepreneur qui n'a pas hésité à vendre son appartement pour créer sa boîte. Aujourd'hui, sa marque de biscuits grandit, notamment grâce au culot de cet entrepreneur qui est de nouveau avec nous ce soir. Bonsoir Rebet-Tari. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je précise que c'est une histoire de famille puisqu'il fait ça avec sa femme, évidemment, qu'on salue. Alors, il s'en est passé des choses depuis que vous êtes venu dans nos studios sur Sud Radio. Alors, il y a des choses qu'on peut dire, évidemment. Il y a des choses en secret, évidemment. Il y a des projets secrets qu'on ne peut pas dire. Et vous êtes très culotté, Rebet-Tari. Racontez-nous déjà où en êtes-vous aujourd'hui, Rebet-Tari? Écoute, là, je t'appelle des studios RMC, donc c'est très cool. On vient de gagner les trophées PME RMC Jeune Pousse de l'année. Et on vient de gagner un chèque de 100 000 € de com sur RMC et BFM. C'est incroyable quand même parce que, alors, je disais que vous y alliez au culot. Alors, je vais vous demander quelques anecdotes parce que vous avez rencontré du beau monde, notamment des personnes dans le gouvernement. Emmanuel Macron, là, vous gagnez un trophée avec un chèque. Voilà, il y a 5-0 derrière le 1. Ça fait toujours plaisir. Tiens, entre parenthèses, quand on a ce genre de prix et surtout de chèque, comment vous allez le réinjecter totalement dans Papépi? J'imagine que c'est la condition. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire? Écoute, la condition, c'est qu'on l'utilise pour faire de la com sur BFM, sur d'accord, ok. Et RMC. Mais est-ce que vous allez l'utiliser pour faire grandir la boîte ou pas du tout? Non. Déjà, d'avoir gagné ce prix, c'est pour nous une validation de notre travail. Tu vois, nous, on est des gens, on n'a pas fait de grandes études. Alors, je rappelle que vous êtes infirmier. Dit au début, quoi. Vous êtes infirmier. Vous et votre femme. Je n'ai pas fait de grandes études de commerce, je suis pas un industriel. Et tu vois, quand on a commencé, personne ne croyait en nous. Même les banques nous ont tourné le dos. C'est pour ça qu'on n'a pas vendu notre appartement, mais notre maison. Et du coup, là, aujourd'hui, on nous remet un prix. Bon. On valide notre travail. Alors, Julien Leclerc, alors, juste avant de faire réagir Julien Leclerc et Emmanuel Lafont, racontez-nous quand même ce que vous pouvez nous raconter, quelques anecdotes. Parce que déjà, si le 5 janvier tu es devant ta télé, je te conseille d'allumer M6 et tu regarderas, on passe dans Qui veut être mon associé. Ça a été annoncé avant-hier. Alors, Julien Leclerc, racontez-nous. Alors, pour donner une idée, si le 5 janvier tu es devant ta télé, je te conseille d'allumer M6 et tu regarderas, on passe dans Qui veut être mon associé. Ça a été annoncé avant-hier. Alors,
Ouais, là encore, vous y avez été au culot. Évidemment, racontez-nous également comment vous avez envoyé par exemple aux grands distributeurs des messages sur LinkedIn par exemple pour qu'ils puissent vous recevoir, parce que c'est ça aussi Emmanuel Lafont et Julien Leclerc, être auto-entrepreneur, c'est aussi un peu de courage et de culot, non Julien Leclerc? Ouais, j'adore, mais ça s'entend dans la voix. Ouais, bah oui, on parlait de fierté tout à l'heure, et l'entrepreneuriat, c'est une formidable voie d'accomplissement de soi. Ça marche pas toujours, il y a des hauts, il y a des bas, des moments de doute, des moments d'enthousiasme. Moi, quand j'entends ça, mais j'ai les poils qui se hérissent, quoi. Il s'est battu et il va continuer à se battre. Il a eu une belle reconnaissance aujourd'hui. Il en aura eu une belle le 5 janvier. Tout le monde parlera de lui. Ça va être un coup d'accélérateur énorme pour sa boîte. Il faut croire en soi. Il a cru en lui. Il a bougé. Il est sorti du cadre et voilà. Et on entend le résultat. Ouais, quand on veut, on peut. Voilà, Réveil Terry, on est l'exemple. Emmanuel Lafont. Il faut surtout rappeler que même si tu viens du bas et que tu connais personne, grâce au travail et à la résilience, en France, tu peux y arriver. On est dans un pays de la méritocratie, donc faut relever les manches et faut y aller, quoi. Emmanuel Lafont. Par définition, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va bousculer les lignes, qui a envie de vivre son rêve. Il devrait, en tout cas. Quoi. Le problème, c'est qu'on a tendance à tous se mettre des barrières ou des limites. Et un entrepreneur qui réussit, comme ce charmant jeune homme, c'est quelqu'un qui fonce et qui se pose pas de questions. Il a besoin de voir quelqu'un, il va le voir. Et il faut pas hésiter à faire comme ça. J'ai vu quelqu'un qui a fait un salon qui s'appelle le salon du Made in France, dont beaucoup de gens parlent. Je l'ai vu se lancer au début, quand elle a commencé à travailler ça. Elle était exactement pareil. C'est-à-dire, s'il fallait voir un ministre, elle faisait le siège du ministère et elle regardait quelles étaient les manifestations où il était pour se le choper. Il fallait pas le rater. Alors, puisque vous parlez de Made in France, vos biscuits Réveil Terry et Papépi, c'est du Made in France, évidemment. C'est du Made in France. L'usine a été créée à Annecy. Aujourd'hui, on est en train d'agrandir et créer une deuxième usine. On a la chance d'avoir rencontré le président de la République. On lui a dit qu'on avait besoin d'aide parce qu'on doit passer de 5 tonnes par mois à 12 tonnes par mois et après 60 tonnes par mois, et on lui a demandé de nous filer un coup de main. Et quand il a entendu notre histoire, il m'a posé la main sur l'épaule et il m'a dit « Tes sacrifices vont payer, on va t'aider ». Et c'est ce qu'il a fait, il a tenu parole. Et aujourd'hui, on a été reçu par la ministre Madame Pannier-Runacher pour nous aider dans l'accélération. Donc vraiment, c'est très très cool ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors, quel est votre quotidien aujourd'hui, Réveil Terry? Parce que c'est vrai, quand on entend ça, on a l'impression que vous êtes un entrepreneur. Alors à succès, je vous le souhaite, mais on peut dire que vous ne vous payez pas encore aujourd'hui et vous êtes encore infirmier. On est d'accord, Réveil Terry? Alors j'ai arrêté d'être infirmier. D'accord. Là maintenant, je me paye toujours pas. Mais on a des journées de malade parce que je suis une IRH et j'embauche un CDI par mois actuellement. On a une nouvelle usine à construire. Je suis pas un industriel, donc je dois m'entourer le mieux que je peux pour pouvoir avancer. Et on n'a toujours pas atteint nos objectifs. On a la chance aujourd'hui maintenant d'avoir signé un partenariat avec Monoprix et Jean-Paul Mochet nous accompagne. Le PDG de Monoprix nous accompagne main dans la main, vraiment de façon très très magnifique pour le lancement national qui va se passer en janvier. Et tout ça, c'est des responsabilités derrière, c'est une pression de ne pas vouloir décevoir. Donc je t'avoue que je dors 1 heure par jour, parce que si je fais pas ça, je peux pas faire tout ce qu'il y a à faire. Donc si tu reçois des mails de moi à 3h du mat, c'est normal. C'est normal, je sais, oui. Vous nous donnerez la recette, comment carburer et tenir avec 1 heure de sommeil. Il y en a qui l'a dit, c'est la passion. C'est la passion, voilà, très bien, c'est très sain en plus. Et je vois avec un grand sourire Emmanuel Lafont. Alors tous les entrepreneurs ne sont pas comme Réveil Terry quand même. Tous les entrepreneurs sont pas comme lui, mais tous les entrepreneurs peuvent être comme lui. Il faut pas hésiter. En fait, ce qui est génial, c'est que il fait pas un truc transcendant. Il fait des biscuits. Il fait pas un truc, il soigne pas le cancer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait des biscuits. Donc ça pourrait être une idée qui apparaît classique ou banale. Et en fait, non. C'est bien la personnalité du dirigeant qui va porter son entreprise. Et il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'il se laisse pas déborder par le quotidien. Il reste fixe sur ses objectifs et souple sur les moyens de les obtenir. Et c'est vraiment ça qu'il faut que, entre guillemets, tous, nous inspirions. Parce que l'air de rien, c'est un fonceur. Et puis après, on essaye de suivre comme on peut. Et ça, c'est vraiment un exemple. Alors, parlons concrètement, parce que c'est vrai que beaucoup se disent, il ne se paye pas encore, comment fait-il pour vivre? Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'imagine que vous avez des économies, que vous y avez pensé, mais il y a cette peur, là, cette angoisse de se dire combien de temps ça va durer, il va bien falloir à un moment qu'on fasse un petit peu rentrer d'argent dans le porte-monnaie. Réveil Terry, on y pense à ça, j'imagine. Je te rappelle surtout qu'on a failli tout perdre. Tu te rappelles qu'on est infirmier, donc quand il y a eu la crise sanitaire, notre chiffre d'affaires il est tombé à 0 et on nous a demandé d'aller au front pour aider les Français à dépasser la crise. Et comme on a le sens du devoir, on a dû le faire. Là aujourd'hui,
on a réussi à avoir une belle accélération parce qu'on a digitalisé, puis on a trouvé des mécanismes qui nous permettent d'accélérer, et aujourd'hui on est assez implanté. Mais comme tu le dis, en fait le problème c'est que nous, on va pas voir des sous-traitants pour faire nos biscuits. Nous on a créé nos propres lignes de production, on a créé notre propre usine, c'est pour ça qu'on a vendu notre maison. Et aujourd'hui, moi, quand je dois investir dans une nouvelle ligne, on ne parle pas à coût de 100 000, on parle à un coût d'1,7 million, 2 millions, parce que je dois créer des usines qui vont permettre de répondre à la demande. Et ces investissements font que aujourd'hui, les banques encore, ils prennent du temps, BPI prend du temps. Tu vois, pourtant, les cabinets ministériels les boostent, mais ça reste quand même en France. Dommage qu'on doit prendre du temps, avancer lentement. Moi, ce que je peux t'annoncer ce soir, c'est que j'ai relancé une nouvelle levée de fonds. Et si tu as des investisseurs qui nous écoutent, les gars, si vous voulez rentrer dans le tour, c'est maintenant. Bah écoute, et vous voulez rentrer dans le tour ou pas, Emmanuel Lafont? Non? Moi, j'investis dans ma boîte là. Bon, très bien. Julien Leclerc. J'ai pas mal à faire déjà. Je regarderai M6 avec volontiers. Non mais là, il y a que des entrepreneurs autour de cette table. Julien Leclerc, j'imagine que vous êtes d'accord avec le petit coup de gueule de Rabet-Terry, la lenteur. Ah bah le temps des acteurs qui nous entourent est pas le même que le nôtre. Clairement, quand on met des mois à avoir une réponse d'un banquier ou d'une institution, parce que c'est pas que les banques, et c'est vrai que les banques servent bien les miches en ce moment. Je pense qu'elles se préparent. Il y a une grosse crise mondiale qui est tombée dessus, mais en tout cas, c'est pas très rassurant. Le temps politique, parfois, le temps des institutions, il est pas le nôtre, quoi. Nous, on doit réagir en quelques secondes. Quand on doit importer un projet, c'est tout de suite. Quand on dit tiens, je vais faire ça, c'est la semaine d'après. Et c'est vrai que souvent on rage parce qu'autour de nous ça va pas du tout à la même vitesse. Allez, merci beaucoup Rabet-Terry. On vous souhaite évidemment bon courage. Voilà, tenez-nous au courant de vos avancées. Cofondateur de la marque de biscuits Papépi. Merci à vous Julien Leclerc, entrepreneur, auteur du blog Salaud de patron, vice-président du CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Philippe. Merci Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparter H. Restez avec nous dans quelques minutes. À 20h, c'est Loft Music. Alors vous reconnaissez la bande originale de Rabbi Jacob composée par Vladimir Cosma qui dans quelques instants fait son loft avec Yvan Cugius. À tout de suite.